Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur votre émission Main dans la main. Comme la semaine dernière, cette semaine également, nous recevons toujours comme invité le docteur colonel Catherine, pharmacienne à l'infirmerie de la Force Barkhane, pour nous donner plus de détails et plus d'explications sur la contraception, la ménopause et le périnée. Bonjour docteur Catherine. Bonjour, alors merci à vous de m'avoir invité. Tout le plaisir est à nous de vous recevoir une fois de plus dans notre émission et merci pour votre disponibilité qui n'a jamais fait défaut et pour la présentation, votre humble sœur Miraguindo. Chers auditeurs, bienvenue. Et là maintenant, on va parler un peu sur la contraception. Oui. Au moment où vous avez parlé de règles irrégulières, oui. Il paraît que la contraception aussi peut provoquer ces problèmes. Alors oui, ça peut provoquer aussi ces problèmes. On le disait tout à l'heure, certains médicaments, surtout ceux à base d'hormones, peuvent effectivement soit réduire considérablement les règles, soit les arrêter complètement. Ça peut arriver. Et quelles sont les méthodes de contraception au Mali? Alors au Mali, elles sont toutes connues. Donc tout le monde connaît bien sûr donc les contraceptions à base d'hormones. Donc que ce soit les implants, les hormones injectables, les hormones qu'on prend de façon orale, les stérilés qui sont imprégnés aux hormones. Donc tout ça c'est bien connu. Vous connaissez aussi bien sûr le préservatif masculin, le préservatif féminin, et puis tout ce qui est gelé, donc spermicide, qu'on utilise avant des rapports sexuels. Donc en fait, je pense que ces méthodes sont connues par tous. Ouais. Donc ce qu'on a vu aussi, c'est qu'au Mali, les méthodes les plus utilisées, ce sont les implants hormonaux, les hormones injectables. Ces médicaments sont surtout distribués par vos centres de santé communautaires. Oui, c'est ça. Ouais. Donc évidemment, c'est là qu'il faut aller parce qu'au moins vous êtes sûr de la qualité, bien sûr, des médicaments qu'on vous délivre. Okay. Et que 70% des contraceptifs au Mali sont fournis donc par vos centres de santé communautaires. Ah, donc oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est vraiment là qu'il faut aller. Okay. Et bien sûr, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est ne pas acheter vos médicaments à des vendeurs ambulants parce que bien sûr vous ne connaissez pas la provenance des médicaments, vous ne savez pas du tout ce qu'il y a dedans. Et c'est exposé aussi à une température qui n'est pas vraiment acceptable. Oui, alors évidemment ils sont peut-être pas forcément bien conservés par ces gens-là, donc vous ne savez pas du tout dans quelles conditions ils ont été conservés et surtout ce que vous ne savez pas c'est ce qu'il y a effectivement dans le médicament. Donc il faut vraiment aller dans vos centres de santé communautaires pour de toute façon tout type de médicaments. Ok. Et quels sont les avantages de la contraception? Oui, alors les avantages, il y en a plusieurs de la contraception. La contraception, ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est une méthode préventive. Donc, elle va empêcher la fécondation donc d'un ovule par un spermatozoïde. Donc il n'y aura pas du tout conception d'un œuf, puis après qui va aboutir à un bébé. Contrairement à l'avortement, où l'avortement, l'œuf est implanté dans l'utérus et donc on va détruire un futur bébé. L'avantage aussi de la contraception, c'est que elle va permettre à un couple de bien planifier la naissance de ses enfants. Il va pouvoir vraiment décider quand il veut ses enfants et puis surtout quand il en a aussi les moyens financiers. Donc je fais un enfant quand j'ai envie d'en avoir un et puis surtout ça permet aussi à la maman qui vient d'avoir un enfant de récupérer après sa grossesse parce qu'une grossesse c'est un événement qui est quand même fatigant pour la maman. L'accouchement l'est encore bien plus et puis ça lui permet aussi de bien s'occuper de son bébé avant de réfléchir à en faire un autre. Ok. Et ça permet aussi aux femmes qui ont été violées, qu'elle a fait la contraception, donc ça peut l'éviter d'avoir un enfant. Complètement. Et ça aussi, c'est intéressant. Oui, parce que vous savez que ça peut être extrêmement traumatisant d'avoir un enfant non désiré, surtout issu d'un viol. Ouais. Donc, comme vous le dites, une femme qui est sous contraception, n'aura pas ce genre de problème. Tout à fait. Ouais. Et quels sont les inconvénients de la contraception ? Alors, les inconvénients de la contraception, donc pour certains types de contraception, il y a des contre-indications. Oui. Alors, je pense notamment aux contraceptions
hormonales, donc que ce soit les implants, les injections, les pilules qu'on prend par voie orale, eh bien, elles sont contre-indiquées si vous avez, par exemple, des antécédents de phlébite, d'embolie pulmonaire, si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez des problèmes de cholestérol, de diabète, si vous fumez beaucoup. Donc, ces moyens de contraception seront totalement contre-indiqués. Et de façon générale, lorsque vous démarrez une contraception avec ce type de traitement hormonaux, il faut toujours faire un bilan pour s'assurer que vous n'avez pas de contre-indication et votre médecin doit régulièrement donc vous surveiller. Il y a aussi des contre-indications avec les stérilés, c'est ce qu'on appelle les dispositifs intra-utérins. Ce sont les infections génitales à répétition, donc là on ne pourra pas vous implanter un stérilet. Si vous êtes sous traitement anticoagulant et si votre utérus est mal formé, évidemment on ne pourra pas implanter donc de stérilet. Voilà. Après, pour les autres, évidemment, si vous êtes allergique au latex, eh bien, il faudra bien sûr choisir des moyens de contraception. Donc, sans latex, maintenant, ça existe. Donc, il faudra faire attention à ça. Ok. Quelle est la meilleure contraception ? Alors, je dirais, moi, que la meilleure contraception, c'est celle qui va convenir le mieux à la femme. Il faut qu'elle se sente à l'aise avec sa contraception. Il faut qu'elle la supporte bien. Et puis, bien sûr, il ne faut pas qu'elle soit contre-indiquée. Okay. Voilà. Donc là, c'est vraiment très personne dépendant. Il faut vraiment se sentir bien par rapport à sa contraception. Okay. Et quelle est la méthode qui a moins d'effets secondaires ? Alors, la méthode de contraception qui a le moins d'effets secondaires, ce sont les méthodes de contraception locales, comme par exemple le préservatif féminin ou masculin, les diaphragmes, etc. Ce sont celles qui ont finalement le moins d'effets secondaires. Ok. Le cycle menstruel commence à la puberté et se termine à la ménopause. Complètement. Et qu'est-ce que la ménopause ? Alors, la ménopause, donc, c'est la fin d'un cycle. Donc, c'est la période de vie d'une femme où les règles vont s'arrêter définitivement. Donc, la ménopause, c'est un phénomène qui est tout à fait naturel. Elle survient lorsque les ovaires vont ralentir et arrêter leur sécrétion hormonale, c'est-à-dire les œstrogènes et la progestérone. Et on dit que la ménopause est véritablement installée lorsque les règles sont absentes pendant une année consécutive. Parce qu'il y a des gens qui font la contraception et après peuvent faire juste 5, 6 mois, 1 an sans voir ces règles. Oui. Et donc ça conduit aussi à la ménopause. Alors, la ménopause, elle est toujours précédée par une période qui s'appelle la préménopause ou la périménopause, c'est la même chose. Voilà. Comment on explique tout ça de façon simple, ça veut dire c'est physiologique, c'est normal. Chaque bébé-fille, en naissant, elle possède un stock de follicules ovariens qui vont donner l'ovule. Elles ont un stock qui est limité. Alors, en général, en moyenne, chez un bébé-fille, elle a à peu près 400 000 follicules ovariens. C'est déjà pas mal. Et ces follicules, donc, ils vont produire des ovules depuis la puberté jusqu'à la fin de la réserve. Voilà. Quand il n'y a plus de follicules, évidemment, il n'y a plus d'ovulation. Et quand il y a de moins en moins d'ovules, de moins en moins d'ovulation, la production des hormones va diminuer et c'est ce qu'on appelle la préménopause. Okay. Alors la préménopause, donc elle dure en moyenne chez les femmes, alors c'est pareil, c'est assez variable. Donc là, je vous parle des femmes européennes, je ne sais pas si c'est la même chose chez une femme en Afrique. Cette période peut durer entre 2 et 4 ans. Et là, on va voir une alternance de cycles très courts, très longs. Les règles deviennent très irrégulières. Et puis, vous pouvez voir apparaître aussi les premiers signes de la ménopause, alors les plus enquiquinants, je dirais, donc les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. Alors, l'âge de survenue moyen chez la femme, c'est à peu près 47 ans, mais vous savez qu'il y a des fourchettes hautes, des fourchettes basses, voilà. Par contre, pendant la périménopause, la contraception doit être absolument maintenue parce qu'une ovulation est toujours possible, même si elle est devenue rare. Donc, il faut maintenir la contraception jusqu'à ce que la ménopause soit confirmée. Okay. Et lorsque la production d'hormones s'arrête complètement, donc là, la femme
est en ménopause. Ok. Et quels sont les symptômes de la ménopause alors? Alors, donc la ménopause, elle s'accompagne assez fréquemment de troubles. Alors, ces symptômes, ils sont dus à la carence hormonale en œstrogène et en progestérone qui ne sont plus produits par les ovaires. Alors, il faut savoir qu'ils ne sont pas systématiques du tout. Il y a certaines femmes qui y échappent totalement. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout égal donc, face aux signes de la ménopause. Alors, ces troubles, il y en a de différents types. Alors, je dirais les plus enquiquinants, en tout cas, 100% des femmes vont vous parler parce que vraiment, ça leur pourrit la vie. Ce sont ce qu'on appelle les bouffées de chaleur. Donc ça concerne à peu près, en tout cas en Europe, à peu près 7 femmes sur 10. Okay. Alors, ces bouffées de chaleur, c'est quoi ? Ce sont la survenue de frissons, de tremblements, d'une impression de malaise, de vertige, dans un premier temps. Ouais. Ensuite, ça peut être suivi par une brusque sensation de chaleur. Donc, c'est ça qui est très désagréable. Donc, ça commence par le torse et ça remonte par le cou, par le visage. Voilà. Et la femme devient toute rouge. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très désagréable. En fait, 100% des femmes qui ont ça s'en plaignent parce que c'est vraiment très désagréable. Et ça peut se terminer par des palpitations ou des sueurs très abondantes juste avant un retour à la normale. Alors, en général, elles sont brèves. Elles durent rarement plus de quelques minutes. Alors, c'est pareil, elles peuvent être très occasionnelles ou alors une femme peut en ressentir plusieurs fois par heure. Et là, c'est extrêmement désagréable. Ok, maintenant, ceux qui sont en ménopause, est-ce qu'ils peuvent avoir des infections génitales? C'est possible? Alors, on voit plus ces règles, donc je pense qu'il y a moins d'infections. Non, alors il n'y a pas plus d'infections. Il n'y a pas plus d'infections. Non, je dirais qu'à part ces troubles-là, il n'y a pas vraiment plus d'infections. La seule chose qui pourrait arriver un peu plus souvent chez une femme ménopausée, ce sont les infections urinaires. Elle pourrait faire un peu plus d'infections urinaires. Mais enfin, c'est pareil, il ne faut pas généraliser. Okay. Voilà. Okay. On l'a remarqué, mais comme je vous le disais, certaines femmes ne ressentent aucun signe de la ménopause et tout se passe bien. Ok. Voilà. Et quel est l'âge moyen de la ménopause? Alors, l'âge moyen de la ménopause, donc comme je vous le disais, on va partir sur une fourchette assez large. Ça peut commencer à 45 ans jusqu'à 55 ans. Donc, vous voyez, il y a quand même une fourchette de 10 ans qui est quand même énorme. Mais il faut savoir que, on va dire, la majorité des femmes se ménopausent vers l'âge de 50 ans. Et dans ce cas maintenant, est-ce que quand on est à l'âge de ménopause, est-ce que les envies sexuelles restent comme avant? Alors, les envies sexuelles restent complètement comme avant. En fait, ça, c'est complètement psychologique. Ça, c'est dans la tête. Oui. D'accord? Donc, c'est pas parce qu'on est ménopausé qu'on n'a plus d'envie. Ça n'a rien à voir. Okay. Donc, ça, c'est complètement psychologique. Okay. Voilà. Comment diagnostiquer la ménopause? Alors, la définition vraiment de la ménopause, c'est l'absence de règles depuis 12 mois consécutifs, chez une femme d'environ 50 ans. Ouais. Donc ça, en fait, ça suffit à poser le diagnostic. En général, on n'a pas besoin de faire un dosage des hormones. Les signes cliniques sont suffisants pour qu'un médecin dise à une femme, voilà, madame, vous êtes ménopausée. Ok. Et ça vous dit quelque chose de la ménopause précoce? Alors oui, la ménopause précoce, ça existe. Alors la définition, c'est lorsque la ménopause survient avant l'âge de 40 ans. Alors, elle peut être soit d'origine génétique, donc c'est une ménopause précoce qui est familiale, ça peut être totalement d'origine génétique, ou alors elle peut être provoquée par des traitements, donc soit des traitements chirurgicaux, quand par exemple on est obligé d'enlever les ovaires, vous savez que les ovaires, ce sont eux qui produisent les hormones, œstrogène, progestérone, donc s'il n'y a plus d'ovaires, il n'y a plus d'hormones, et donc la femme est ménopausée. Donc ça, c'est normal. Et puis certains traitements contre le cancer, la chimiothérapie contre certains cancers, peut être à l'origine aussi d'une ménopause précoce. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui peut influencer l'âge de la ménopause? Alors, il y a un seul facteur qui est vraiment reconnu pour influencer l'âge de la ménopause. Voilà, donc il faut savoir que l'âge de la puberté, le poids, tout ça n'influence absolument pas l'âge de la ménopause. Si une femme a pris une pilule pendant très longtemps, ça n'influence pas non plus l'âge de la ménopause. La seule chose qui influence, c'est le tabagisme. Donc quelqu'un qui a beaucoup fumé, va avoir une ménopause plus tôt
donc une femme qui n'a pas fumé, on est sur une différence de 1,8 années de différence entre une fumeuse et une non-fumeuse, qui est énorme. Et là maintenant, j'aimerais juste souligner un point. Et j'entends parler de périnée. Le périnée, c'est quoi? Oui, alors le périnée, justement, le périnée, c'est quelque chose de très important, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, justement. Donc le périnée, c'est quoi? C'est un ensemble de muscles, donc qui se trouve en fait entre le pubis, donc le pubis, vous savez, c'est la partie inférieure de votre bas-ventre, jusqu'au coccyx. Donc vous savez que le coccyx, en fait, c'est la fin de votre colonne vertébrale. Donc le périnée, donc s'attache donc entre le coccyx et le pubis, et il forme un espèce de filet, un espèce de hamac qui va amortir toutes les pressions abdominales. Il va permettre de soutenir tous les organes qui sont justement dans cette zone pubienne, donc votre vessie, votre utérus, la partie terminale de votre intestin qu'on appelle le rectum. Ce périnée va aussi permettre de contracter votre vagin et d'assurer la continence urinaire et fécale, c'est-à-dire qu'il va empêcher les fuites urinaires et les fuites fécales. Et il joue aussi donc un rôle dans le plaisir sexuel donc d'une femme, puisque plus un périnée est tonique, plus son vagin est musclé et plus elle a de sensations donc lors d'un rapport sexuel avec une pénétration. Ok. Quel facteur provoquant un relâchement ou une distinction du périnée? Alors en fait, les femmes, elles vont en général avoir conscience que leur périnée existe lorsqu'elles vont ressentir certains troubles. Voilà. Donc il faut savoir que le périnée, si on ne l'entretient pas, il a tendance évidemment à s'affaiblir, à se distendre. Alors évidemment, un des facteurs physiologiques malheureusement, c'est le vieillissement. Quand on vieillit, bien évidemment, en général ça s'arrange pas, avec le vieillissement. Ouais. La grossesse, bien sûr, parce que le poids du bébé va appuyer sur le périnée. Et les changements hormonaux pendant la grossesse vont faire que ça peut altérer la qualité du périnée. Bien sûr, l'accouchement, les muscles du périnée ils peuvent se déchirer, mais on peut aussi les couper, vous le savez, c'est ce qu'on appelle l'épisiotomie, pour permettre le passage du bébé quand c'est un gros bébé. Donc forcément, on va couper le périnée. Quelqu'un qui est obèse aussi, parce que tout le poids de son abdomen va peser sur le périnée. Ouais. Et aussi, d'autres facteurs, c'est la constipation chronique, l'atout qui va provoquer une hypertension abdominale et qui va appuyer sur le périnée. Alors, je vous disais, les femmes, souvent, elles prennent conscience de leur périnée lorsqu'elles commencent à avoir des troubles urinaires. Donc, comme je vous disais, des fuites urinaires, des fuites fécales. Une sensation de pesanteur pelvienne, vous savez, c'est quand les organes descendent. Voilà, ils descendent sur le périnée, c'est ce qu'on appelle le prolapsus, la descente des organes. Et aussi un relâchement des muscles vaginaux, et avec la perte de sensation lors des rapports sexuels, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ok. Comment entretenir le périnée au quotidien? Alors, donc, ce qui est important, comme je vous le disais, c'est vraiment d'entretenir votre périnée au quotidien. Donc, vos organes et vos sphincters vous en remercieront plus tard. Donc, il faut pratiquer une activité musculaire quotidienne pour avoir une bonne tonicité musculaire en général. Donc, il faut faire du sport, il faut s'entretenir régulièrement. Ok. Il faut avoir une alimentation saine. Pourquoi? Pour éviter de prendre du poids, d'accord? Et pour éviter les problèmes de constipation, on en parlait juste avant. Il faut aussi éviter de fumer parce qu'à la longue, la cigarette, elle altère tous les tissus musculaires et en plus, elle peut engendrer une toux chronique. Je vous disais, la toux, c'est pas bon pour le périnée. Alors, ce qu'il faut faire, mesdames, c'est entretenir votre périnée quotidiennement. Alors, il faut faire des petits exercices qui prennent pas beaucoup de temps, mais qui sont nécessaires. Vous pouvez les faire soit debout, soit assise, soit allonger les jambes repliées. Et vous allez essayer de contracter les muscles du périnée. Alors, ce sont les mêmes muscles que vous contractez lorsque vous avez envie d'aller aux toilettes et que vous vous retenez. Faites cet exercice-là, comme si vous vous reteniez avant d'aller aux toilettes. Vous comptez 10 secondes, vous relâchez pendant 20 secondes, vous recontractez 10 secondes et vous faites comme ça une dizaine de séries. Voilà. Et puis, vous pouvez faire ça plusieurs fois dans la journée. Votre
périnée sera bien tonique et donc vos organes et vos sphincters et votre vagin, eh bien, vous diront merci dans quelques années. Ok. Ici, chez nous, il y a des femmes qui ont mal à accepter leur corpulence. Oui. Tu vois? Il y a d'autres qui sont minces, il y a des femmes rondes, mais il y a des gens aussi qui essaient d'imiter, d'être comme les autres femmes, être femmes rondes. Oui. Et d'autres, ça les pousse à aller dans les marchés pour acheter les produits, pour se faire grossir, pour avoir les fesses et une grosse poitrine. Est-ce que cela est vraiment recommandé? Alors moi, je vous le recommande pas du tout, surtout qu'on a fait nos petits achats au marché. Et donc, en analysant un petit peu tous ces packaging de produits, eh bien, on s'est rendu compte qu'en fait, ces produits faisaient de fausses promesses, parce que quand on regardait la composition en principe actif, alors si bien sûr elle est exacte, les principes actifs qui sont listés sur les boîtes, eh bien, ne sont absolument pas connus, ni pour faire grossir les seins, ni pour faire grossir les fesses. La vitamine E, c'est un antioxydant, donc il ne fait rien grossir du tout. Comme les vitamines B qu'on avait vues, voilà, les vitamines B, elles ont tout un tas d'actions, mais certainement pas de faire grossir ni les fesses ni les seins. Et par contre, on a remarqué que certaines compositions pouvaient être réellement dangereuses pour la santé, puisque vous vous rappelez, on avait vu sur une boîte la présence de dexaméthasone, qui est un corticoïde, et qui là, pour le coup, s'il est pris au long cours, peut être désastreux pour la santé. Donc, je vous engage vraiment à ne pas acheter ces produits parce que d'abord, vous n'en connaissez pas l'origine, vous ne savez absolument pas ce qu'il y a dedans et qu'ils vous font des promesses qui sont complètement fausses. Ouais. Et ces produits sont, à mon avis, complètement dangereux pour votre santé. Ok, merci. Merci à vous de m'avoir invité. Ok, merci. Ainsi prend fin votre émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur d'autres sujets aussi importants que celui-là. Nous étions avec le docteur Catherine, pharmacienne à l'infirmerie de la Force Barkhane. C'était Mira Guindo à la présentation et surtout un merci à notre équipe. N'hésitez pas à nous contacter sur le numéro de Radio Active au 90 25 55 63. Au revoir et à très bientôt.